Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce film magnifique et précurseur Colossus The Forbidden Project qui traite de l'intelligence artificielle. Donc à l'époque c'était les ordinateurs, un sujet donc plus d'actualité que jamais et qu'il est urgent de revoir pour se faire sa petite idée. Voilà, donc j'ai fait un petit montage comme d'habitude et puis je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Salut! « 2001, l'Odyssée de l'espace » abordait dans son segment le plus long le thème de l'ordinateur un peu trop humain, prêt à tout pour assurer sa survie, quitte à se débarrasser de ceux qu'il est censé servir, les humains. La fin restait cependant assez abstraite et sujette à interprétation. Rien de cela dans l'excellent Le Cerveau d'Acier, aka Colossus The Forbidden Project. Tout y est compréhensible jusqu'à son dénouement glaçant. Ce film de Joseph Sargent, produit par l'Universal, devait à l'origine être un téléfilm, une adaptation du roman de Dennis Fathom Jones, Colossus, sorti en 1966, qui sera suivi de deux suites, The Fall of Colossus en 1974 et Colossus and the Crab en 1977. À cette période, la SF n'est pas très optimiste quant à l'avenir de l'humanité. 2001, l'Odyssée de l'espace, donc, mais aussi La planète des singes en 68 n'annonce rien d'enthousiasmant pour le futur. Stanley Chase, le producteur, devant le succès de 2001 de Kubrick, décide de faire un film destiné au cinéma. Le script est confié à James Bridges, qui se documente sur la technologie informatique et s'inspire d'un véritable système de défense américain du nom de NORAD. La réalisation sera confiée au peu cher à l'époque Joseph Sargent, qui a beaucoup tourné pour des séries américaines dont l'excellent Les Envahisseurs. Mais il faut aussi reconnaître qu'il a réalisé Le Mal-Aimé dans De la Mer 4, La Revanche en 1987. Heureusement, le film qui nous intéresse aujourd'hui est de toute autre qualité. Les exécutifs de la Control Data Corporation espèrent bénéficier de l'aura du futur film en fournissant une grande partie du matériel informatique. C'est donc du vrai matériel qui est utilisé. Il fallait donc faire attention à bien ventiler les pièces et éviter que des kidams fument ou boivent un café près des ordinateurs. Les studios avaient au départ envisagé pour le rôle principal un Charlton Heston ou un Gregory Peck. Mais là encore, on opta pour un acteur inconnu, moins onéreux. Finalement, le choix s'est porté sur un certain Hans-Jörg Gudegast, né en Allemagne en 1941. Lew Wasserman, encore un nom à consonance allemande, un exécutif d'Universal lui conseilla de changer de nom s'il voulait faire son trou à Hollywood. À contre-cœur, l'acteur accepte et choisit Eric comme prénom et Braden comme nom en souvenir de sa ville natale, Bredenbeck. Il n'était pas très fan des films de science-fiction, mais sa prestation est de grande qualité. On l'a vu dans notre genre favori, dans Les Évadés de la planète des singes et dans des épisodes de Wonder Woman. Il reste cependant connu auprès du grand public pour son personnage de Victor Newman dans la série Les Feux de l'amour durant 40 années. Malgré ses réticences vis-à-vis du genre, Braden livre une excellente performance, qu'il estimera lui-même comme une de ses meilleures. Un petit différend apparaîtra entre le scénariste James Bridges et le réalisateur concernant les scènes romantiques. Le premier estime qu'elles sont maladroites et ralentissent l'histoire. Lors des projections test, il récupérera des fiches de critique du film et les remplira en se faisant passer pour des personnes différentes, demandant la suppression des séquences romantiques qui le gênaient. Même si le scénariste a été démasqué, les scènes en question ont été effectivement supprimées. Outre les scènes filmées en studio avec les vrais ordinateurs, les extérieurs ont été tournés au Lawrence Hall of Science Museum à l'université californienne de Berkeley, ainsi qu'à Rome en Italie. Notons la présence pour les habitués des séries télé de deux acteurs au visage familier. Martin E. Brooks, surtout connu pour son rôle de Rudy Wells dans les franchises L'Homme qui valait 3 milliards et Super Jamie, ainsi que Marion Ross, que l'on a vu dans la série Happy Days avec Ron Howard. Il est amusant d'apprendre que le titre original Colossus a été modifié afin d'éviter toute confusion des spectateurs avec la franchise des Hercules avec Steve Reeves. La sortie fut quelque peu chaotique, d'abord sous le nom The Forbidden Project, et sorti en avant-première le 4 avril à New York au cinéma Rendez-vous.
La sortie officielle fut une sorte de test le 5 mai sans publicité. Le film se crache à 7473 $ le premier week-end. On le retira. Puis on le ressortit en août 70 avec son titre au complet Colossus The Forbidden Project, mais la sauce ne prend toujours pas et le film cumule à 308 828 $. Universal avait préféré prioriser son autre projet de SF, le mystère Andromède de Robert Wise. C'est donc un échec financier pour ce film de SF qui par la suite obtiendra ses galons de film culte. Au point qu'un remake est envisagé en 2007 avec Ron Howard à la réalisation et Will Smith dans le rôle du scientifique. Le projet n'a pour l'instant pas abouti, mais le sujet étant plus d'actualité que jamais, il n'est pas impossible que le film se fasse un jour. Certains diront qu'un remake a plus ou moins déjà été fait, réalisé avec brio par un certain James Cameron en 1984. N'est-ce pas suite à la prise de pouvoir par les machines que l'humanité connaîtra une éradication sans pitié? Même si elle est glaçante, la fin de Colossus n'est pas aussi définitive. Puisque l'humanité est encore présente, nous vous laissons le soin de deviner sous quelle forme. Le film est formellement d'une grande beauté et bénéficie de très beaux matte painting prolongeant l'antre colossal du super ordinateur. Albert Whitlock est un génie qui a apporté sa touche magique sur des films comme La Chambre des Tortures de Corman, Greystock de Hugh Hudson, Le Dune de Lynch ou le The Thing de John Carpenter. Le grand Hitchcock disait de lui en 77 qu'il était le meilleur technicien de loin dans le milieu. La BO est du français Michel Colombier, qui a composé pas mal de musique de films en plus de ses œuvres personnelles, dont Purple Rain, New Jack City, Barbed Wire, Astérix et Le Coup du Menhir. Il a aussi coécrit pour la fameuse pièce de Maurice Béjart, Messe pour le temps présent, avec Pierre Henry en 1967. Le film a magnifiquement passé l'épreuve du temps, malgré l'évolution technologique en plein essor à notre époque. Le thème de l'intelligence artificielle refait surface plus que jamais. Surtout son utilisation au niveau militaire est déjà actée, toujours sans consultation de la population. La conscience spirituelle de l'homme, elle, n'a fait que régresser. Or, on sait que le risque de l'utilisation de ce genre de technologie sans un esprit évolué a souvent des conséquences néfastes pour l'humanité. Dans le film, la créature du Dr Forbin a pris les commandes et estime ses décisions plus sages pour l'humanité que celles de ses dirigeants gonflés d'ego et de peur. Alors, le salut des hommes se trouve-t-il dans une technologie, certes séduisante mais dangereuse, ou dans sa propre volonté de devenir meilleur sur le plan moral, éthique et spirituel? À chacun de voir. N'hésitez pas à redécouvrir ce petit bijou qui laisse à réfléchir. Bon film!